La vie quotidienne d'Azura tourne autour de faire de bonnes actions, d'aider les gars et de croire que qui fait quelque chose de mal prendra le jugement divin. Est-ce connecté? Mais son optimisme est testé à la morale lorsque Satan et son gang commencent à le rendre lourd avec lui. Prenant le lourd et, à la fin, tuant son chien, le prêtre. Dans un moment de désespoir, Azura se souvient de la clé mystérieuse que le vieil homme lui a donnée et utilise cette clé pour envoyer le Satan directement en enfer, le faire face à la souffrance éternelle. Azura se promène dans la ville et remarque les mauvais arrêts qui se produisent, comme un gars qui ignore la lumière rouge et un autre qui jette un peu de cigarette sur le sol, mais il continue. Quand il voit des nouvelles d'un vol et pense que le méchant recevra sûrement une punition divine en marchant. Il aide une vieille dame à porter ses affaires, montrant qu'il croit que faire du bien en vaut la peine. À l'école, un groupe d'intimidateurs le quitte soudainement et l'un d'eux frappe si fort que le bleu recule et tombe au sol. Les gars rient et le font, mais le bleu sourit, ressentant même la douleur, et cela fait le ballon des intimidateurs. Ils continuent de battre et l'un d'eux écrase même un papillon entre leurs doigts. Montrant à quel point ils sont cruels. Azura essaie de se lever, mais il le pousse à nouveau, l'appelant un champion de punch dans l'estomac. Sortez en riant. Même tous blessés, Azura oblige à soulever et à rentrer chez elle avec un faible sourire. Quand il arrive, il salue sa grand-mère et sa mère avec cette manière, prétendant que rien ne roulait. Plus tard, il s'agenouille devant la photo de la mère qui est morte et a prié, se souvenant de ses paroles, qui disaient que les bonnes personnes sont récompensées et les mauvaises punies par le ciel. Il parle fièrement qu'il a fait de bonnes actions ce jour-là, tenant fermement cette foi que la bonté en vaudra toujours la peine. Azura est fière d'être les bonnes choses qu'elle a faites, comme aider la vieille femme à porter ses affaires et à rendre un portefeuille perdu à la police. Se sentant heureux parce que la foule a remercié. À la maison, il s'occupe du prêtre chien et lui parle de la façon dont Satan et le gang étaient à nouveau une valise, croyant que le ciel les punira au bon moment. Il se souvient qu'il a même averti les gars auparavant, mais rit à lui seul en pensant à leur destination. Un mois plus tôt, lors de la cérémonie d'entrée de l'école, les collègues d'Azura étaient ravis d'être à nouveau ensemble. Mais les intimidateurs ont rapidement pris un garçon qui a appelé sa tête. Ils l'ont ému et le porté comme un sac de coups de poing, le frappant juste pour le plaisir. Pendant que la classe regardait, certains ont chuchoté que les intimidateurs avaient la protection des gars plus âgés et que personne n'avait le courage de dénoncer, tandis que le chef de l'ONU détenait les abus. Azur est soudainement apparu dans Calme, leur demandant d'arrêter d'être méchante. Les intimidateurs étaient en balle avec sa présence. Azur a expliqué que ceux qui font quelque chose de mal recevront une punition divine et que faire les bons avantages à tous. Gandhi a constaté qu'un peu bizarre et se moquait de lui, faisant la guerre de l'avertissement alors qu'il restait sur lui, menaçant la secte, qui était la plus grande de la classe. Il a ordonné au bleu d'ouvrir la bouche et l'a forcé à avaler quelque chose de dégoûtant pendant que les autres riaient. Puis l'Azura s'est assis avec le prêtre, se souvenant que les intimidateurs avaient même placé un poulet mort sur sa table. Pensant que c'était très dégoûtant, mais ce qu'il pensait être mauvais, c'était pour le poulet. Il pensait toujours que les gars allaient regretter ce qu'ils avaient fait, curieux de voir comment le ciel allait résoudre cet arrêt. Quand la grand-mère l'a appelé pour dîner, il est entré et s'est assis juste pour constater qu'elle avait servi une brosse à lavage à la place de la nourriture. Quand il lui a dit, elle a juste ri et l'a fait manger avant de refroidir, laissant du bleu sans savoir quoi dire. Azura a essayé d'empêcher la grand-mère de manger la brosse. Mais elle était en colère et l'a accusé de vouloir la quitter sans nourriture, pensant qu'il était le mari qui était déjà mort. Il se souvenait calmement que c'était son petit-fils, mais elle est tombée dans le cri. Se souvenant de leur passé, il a insisté pour manger. Azura a réussi et est sorti pour acheter de la vraie nourriture. En se promenant dans la ville, il a trouvé des boulettes de riz sur la promotion et a pensé que les bonnes actions lui apportaient de la chance. En rentrant chez lui, il a vu un étrange stand dans une ruelle sombre avec un signe sinistre qui disait l'enfer. Curieux et un peu nerveux, il s'approcha et vit un vieil homme assis au milieu de bougies tremblantes. Le vieil homme leva les yeux et a été surpris qu'Azura ait pu voir la boutique, disant excité qu'elle n'avait pas vu de client mobile. Azura s'est demandé de quel type de magasin il s'agissait, et le vieil homme a expliqué que seuls ceux qui vivent une vie infernale pouvaient voir, suggérant qu'Azura a dû traverser beaucoup de choses. Le vieil homme lui a alors donné une clé mystérieuse, disant qu'elle ouvre une porte en enfer et y envoie quelqu'un. Profondément des flammes alors qu'il était encore en vie. Il a montré qu'il était simple à utiliser, faisant semblant de coller la clé à son front et de tourner. Azur a tout entendu, mais il était calme et poli, refusant.
Dire qu'il n'avait pas d'argent à cause de la situation familiale. Le vieil homme a ri et a dit que l'argent n'était pas nécessaire, insistant sur lui pour obtenir la clé et décider alors s'il voulait l'utiliser. Azura a continué à refuser, disant qu'il croyait faire de bonnes actions et que le mal allait être puni par le ciel, la façon dont sa mère enseignait. Quand il sortait, le vieil homme a parlé du meurtre de la mère d'Azura, soulignant que le coupable n'avait jamais été capturé. Azura s'est arrêté un instant, puis s'est excusé et est parti, alors que le vieil homme continuait à regarder avec une sorte de sourire mystérieux. L'Azura est parti en pensant à ce qu'il avait entendu. Mais quelque chose s'est arrêté, il s'est retourné et a demandé comment le vieil homme connaissait le meurtre de sa mère. Le vieil homme a ri et a dit qu'il avait découvert une lecture de fortune. Mais le bleu n'était pas convaincu. Il a dit calmement que le coupable n'avait pas vraiment été pris. Mais il pensait que le ciel décidait toujours de la bonne punition et que la justice allait se produire au bon moment. Avec un sourire confiant, il a expliqué que rien n'est à peine sans punition, et cela ne valait pas seulement le tueur de sa mère, mais pour tous ceux qui font quelque chose de mal. Il a déclaré qu'il n'avait pas besoin de la clé parce qu'il avait confiance que le ciel allait s'en occuper. Le vieil homme a regardé Azura avec une sorte de regard sage et a dit qu'il avait l'air de se convaincre que tout allait bien. Il a suggéré que l'Azura a forcé un sourire afin de ne pas tomber dans le mal, mais le bleu n'a pas répondu. Il s'est juste excusé en disant qu'il avait faim et qu'il fallait rentrer chez lui, et le vieil homme l'a laissé avec un mystérieux sourire. Pendant ce temps, la secte et le gang ont été rassemblés dans un coin isolé, brisant des brindilles et parlant d'un arrêt étrange. L'un d'eux s'est plaint que les insectes n'étaient pas suffisants et que les autres étaient un peu perdus avec ce qu'ils voulaient dire. Azura est rentrée chez elle en réfléchissant à la façon dont les intimidateurs étaient plus bons avec lui ce jour-là et qu'une bonne action n'est jamais vaine. À son arrivée, il s'est rendu compte qu'il avait quelque chose de mal. Le padre Dog n'était pas dans sa petite maison et le col a été jeté sur le sol. Il a appelé le chien, mais n'avait pas de réponse, alors il a commencé à chercher. Il a suivi un sentier et a soudainement vu quelque chose de choquant. Le sang tombe sur le sol. Son cœur s'est accéléré alors qu'il traversait les arbres et courut sur ses temps et le gang sur quelque chose. Quand il s'est rapproché, il a remarqué horrifié qu'il était le prêtre, allongé mort au sol, le corps du chien était dur, et le souffle du bleu qui l'a accéléré. Les gars se sont retournés et ont reconnu sa présence. L'un d'eux a ri et a dit qu'ils auraient dû aller plus loin, tandis qu'un autre se moquait, demandant ce qui était arrivé à son sourire étrange jamais. Azura a été choqué et les souvenirs de la mort de sa mère passaient rapidement dans sa tête, le faisant trembler. Les intimidateurs ont ri, mais le sétan irrité les a fait se taire. Azura est tombé à genoux, avec des difficultés à respirer. Il a vu avec horreur l'un des intimidateurs riant seul, perdu dans ses propres pensées, tandis que les autres se moquaient de combien il appréciait le moment. Il a été repris un mélange fou de sentiments et s'est souvenu du jour où sa mère a ramené le prêtre à la maison, souriant et présentant le chien en tant que nouveau membre de la famille. Il se souvenait de ses paroles, qui lui ont dit de s'entendre avec le chien parce qu'il devait rester fort en famille. Une fois la mère décédée, Azura ferma son poing et avait du mal à respirer, les souvenirs de ce moment plein d'amour en colisant avec la réalité cruelle devant lui. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il demandait à savoir pourquoi il ferait une chose si terrible, mais Sétan sourit et respirait fortement, disant que c'était exactement ce dont il avait besoin. Azura trembla en voyant le garçon se réjouir de sa propre cruauté. Ne pas comprendre comment quelqu'un peut ressentir de la joie à un tel arrêt. Puis quelque chose en lui s'est cassé. Il a commencé à rire hors de contrôle, avec des larmes qui coulent. Dire que le paradis punirait tout le monde pour cette méchanceté. Il a crié que le jugement divin tomberait sur eux à ce moment, plein de désespoir. Demander la justice. Les intimidateurs ne regardaient que, le qualifiant de fou alors qu'il continuait à demander une punition, imaginant des fissures sur le sol ou des rayons tombant du ciel. Il a rejoint ses mains dans la prière et a supplié le ciel de rendre justice. Mais rien ne s'est passé. Son rire disparaissait en regardant le ciel vide, son esprit sans comprendre pourquoi les prières n'avaient pas de réponse. Il se souvenait des paroles de la mère sur la façon dont le mal sera puni et s'accrochant désespérément dans cette foi. En attendant un panneau. Quand il a crié pour des représailles, la secte s'est rapprochée et a frappé son visage, frappant sur le sol. Azura avait à peine le temps de réagir avant d'être attrapé et jeté de côté comme si ce n'était rien, les intimidateurs riant tout en le dominant. Il a paniqué que le ciel se tait. Tout comme c'est le cas où sa mère a été assassinée. La pensée le remplit de désespoir, se demandant si des gens comme ces intimidateurs continueraient de vivre impunis. Et provoquer plus de tragédies comme ils l'ont fait avec sa famille. Allongé sur le sol, son visage collé sur la terre,
il pleure de frustration, se demandant pourquoi le mal est en silence. Les doigts tremblants attrapent le sol et ses yeux écarquillés quand il y voit quelque chose. Presque à portée de main. C'est la clé, la même clé que le vieil homme lui avait offert, celle qui pouvait envoyer quelqu'un directement en enfer. Les mots résonnent dans sa tête alors qu'il se souvient de l'étrange sourire de l'ancien et de la promesse qu'il était facile à utiliser. Le souffle échoue alors qu'il regarde la clé. Pour la première fois, son esprit hésite. Azura tient la clé ferme et pende sur le front du Setan. Les yeux de Setan sont confus. Il pousse la clé et se retourne contre elle. Un clic étrange fait écho dans les airs. Soudain, une énorme porte d'os et des restes tordus apparaît devant eux. Satan trébuche en arrière, choqué, tandis que les portes se dirigent et s'ouvrent. Une main géante. Grotesque, il sort de l'obscurité et l'attrape, le soulevant du sol. Ses yeux terrifiés font face au visage monstrueux de la créature au-delà de la porte. Avec ce sourire énorme et bizarre et ses yeux en spirale fixés sur lui, il débat, sans défense, avant que la porte ne soit proche de la porte, noyant ses cris et ne laissant qu'un silence glacial. Les autres Gulli restent immobiles, essayant de comprendre ce qui s'est passé, tandis qu'Azura reste dans l'ombre, observant avec une expression que vous ne pouvez pas déchiffrer. Il soulève lentement la clé et regarde. Je me demande s'il a vraiment puni quelqu'un. Le ciel l'a ignoré. Un étrange mélange d'émotions se remplit la tête alors qu'il se demandait si ce qu'il faisait était un acte de mal ou une certaine chose que personne d'autre ne pouvait faire. Les larmes s'écoulent sur son visage alors qu'il commence à rire, se disant que cela devait être une bonne action. Après tout, en attendant, dans une terre désolée, pleine de pierres pointues et d'obscurité sans fin, le vieil homme se promène tranquillement dans le désert. Sans avertissement, une main coupée, pleine d'épines, apparaît du sol, et il donne une touche légère avec son doigt, comme s'il attendait ça. Un autre membre apparaît, grattant l'air, et une ombre grandit derrière lui tandis que quelque chose commence à émerger. Secte voit dans un horrible désert où votre corps est percé d'épines. Il souffre. Il supplie de s'arrêter, mais les mystérieuses vieilles montrent sans se soucier, frappant la canne sur le sol. Une main étrange, couverte d'épines, se lève. Lorsque la main augmente, la secte se réveille sur le sol, sans blessure, et se rend compte que la douleur a disparu. Avant de réagir, une créature monstrueuse avec un sourire tordu s'accroche devant lui, tenant dur l'épée. Commandé de recommencer. La terreur remplit ses yeux de la secte tandis que le vieil homme sourit et l'envoie pour se préparer. Il crie alors qu'il est traîné dans le paysage infernal, où les pics nets s'étendent à l'horizon. Le vieil homme informe froidement qu'il a encore 1,663 milliards d'années à souffrir et que ses cris sont perdus à l'horizon. Avec une punition sans fin. Le lendemain, Azura se promène dans la ville avec un sourire calme, tandis qu'une amulette en bois balance dans son sac. Se souvenir de lui de faire une bonne action tous les jours. TV News annonce qu'une femme a été grièvement blessée dans un vol et Azura à entendre, en pensant aux personnes qui souffrent de cruauté comme il a souffert. Il se souvient des paroles de sa mère à propos de faire le bien et est d'accord avec lui-même, réalisant qu'elle avait raison, avec détermination dans ses yeux. Il décide que si le ciel ignore le mal, il aidera ceux qui en ont besoin. Il passe à autre chose, offrant de l'aide à une vieille femme avec son panier. Qui accepte sa bonté heureuse. La clé qui a envoyé Setan en enfer est calme dans son sac. Azura vous promet que vous ferez maintenant un bien encore plus grand et que vous vous assurerez. Le lendemain après avoir utilisé la clé. L'enseignant se rend compte que Setan et deux autres élèves ont disparu et demande à la classe si quelqu'un sait où ils se trouvent, mais personne ne sait quoi que ce soit. Certains ont chuchoté qu'ils devaient manquer la classe. D'autres sont soulagés par leur absence. Azura se calme et se rend compte que tout le monde semblait plus heureux sans eux. Ce qui lui fait croire que les envoyer en enfer était une bonne action. Il sourit à penser à le dire à sa mère, mais sur le chemin du retour sans la présence de ce vieil étranger le regardant. Quand ça tourne. Le vieil homme était parti et il se convainc que ce n'était que de l'imagination. Azura touche la clé suspendue autour de son cou et pense à son pouvoir d'ouvrir une porte en enfer. Tout en continuant à marcher, il remarque un violet dans sa main et se demande quand il l'a pris. Le vieil étranger revient à nouveau dans son esprit, souriant et disant qu'il n'a rien besoin de lui. Épaule, Azura pense qu'elle a dû battre sa main quelque part et suit. Azura voit une fille dans un tabouret instable essayant d'atteindre quelque chose de fort. Elle murmure qu'elle a besoin de se dépêcher, mais les tabourets se balancent et elle tombe. Azura court pour la tenir et les deux tombent au sol avec un bruit sourd. La fille gémit de douleur. Asseyez-vous vite. Il se rend compte qu'il est tombé sur lui et, désespérément, s'excuse tous à roulette. Azura dit que c'est juste content qu'elle va bien. Pendant qu'il parle, la fille est choquée,
se retourne et court. Azura est confuse, l'appelant à attendre, mais elle part vite. Azura et la fille remarquent une étrange porte qu'ils semblent tous les deux voir. Mais ils ne peuvent pas expliquer. Surpris par les paroles de la fille, Azura demande à cette porte. Elle explique, un peu timide, qu'elle a vu une porte dans un livre intitulé The Chronicle of Narnia, qui mène au royaume de Narnia. Un endroit plein de bonnes personnes. La fille parle avec enthousiasme que chaque fois qu'elle essaie d'entrer par la porte, elle disparaît, mais croit qu'un jour elle pourra passer. Azura est fascinée par son histoire, convenant que cela ressemble à un endroit incroyable. La fille continue de parler de la façon dont la porte du livre peut être apparue dans la vraie vie. Elle hésite et devient rouge, pensant qu'elle est trop étrange, mais Azura l'encourage, intéressée par ce qu'elle dit. Il écoute attentivement alors qu'elle explique que la porte est toujours hors de portée. La conversation suit, et elle sourit timidement, disant qu'elle sent que le jour du passage par la porte arrive. Azura sourit en retour, disant que l'endroit a l'air incroyable, laissant la fille encore plus excitée. Lorsque la conversation se termine, la fille s'excuse d'avoir trop parlé et remercie Azura de l'avoir entendu parler de la porte. Il dit qu'il a un endroit où aller et aller vite, faisant un arc rapide. Azura regarde avec un sentiment chaud et satisfait, reflétant à quel point c'était cool de parler à quelqu'un et que ce moment était différent des interactions qu'il a habituellement, en particulier avec les intimidateurs. Plus tard, alors qu'il marche dans la rue, Azura se souvient que les seules personnes qui lui parlent habituellement sont les intimidateurs qui font une façon qui fait mal dans la poitrine, mais aujourd'hui était différent. Il pense à la fille, à l'histoire de la porte et à combien elle l'a entendue. Azura sourit, pensant que c'était une bonne journée. Pendant ce temps, la fille est heureuse, répétant la conversation sur sa tête. Elle sent qu'elle a finalement trouvé quelqu'un qui se souciait de ce qu'elle avait dit. Elle glousse, pensant à la porte, sentant qu'elle est proche d'elle, et sourit encore plus, avec une déchirure heureuse dans ses yeux, ressentant plus d'espoir que jamais. Ensuite, Otorio est dans la salle de bain de l'école lorsqu'un groupe de filles la confronte pour son départ sans autorisation. Alors qu'elle essaie d'expliquer qu'elle a vu une porte, ils le rendent drôle, disant qu'elle est étrange. Personne ne la trouve mignonne, et on l'a même humiliée en parlant de choses aléatoires comme les portes. Ils deviennent cruels, insultant son apparence et la faisant se sentir humiliée. Ils l'obligent à enlever ses vêtements, à prendre des photos alors qu'elle supplie de s'arrêter. Dire que tous les garçons verront son corps. Une fille est toute heureuse de prendre des photos tandis que Tori est obligée d'obéir. Augmenter sa tristesse. Ensuite, Otori est à la maison, se sentant vaincue. Elle cherche la porte dans le placard, mais ne pense pas. Regarder le calendrier, réalise que la porte ne réapparaît pas et se demande quand elle apparaîtra. Elle essaie de maintenir l'espoir qu'il apparaîtra demain et mange le dîner seule, réconfortant avec l'idée que la porte apparaîtra bientôt. Alors qu'elle réfléchit aux événements cruels à l'école, elle veut une évasion et son esprit revient aux chroniques de Narnia, espérant trouver un moyen de sortir de sa tristesse à l'école. Le lendemain, Otoni marche dans le couloir et remarque que certains garçons la pointent vers elle et parlaient d'elle. Elle est montrée pendant qu'il parle. Mais essaie d'ignorer. Il revient à la salle de bain et là, une des filles du groupe s'approche avec un sourire malveillant. Cette fois, elle a un plan plus inquiétant. Dit à Tori que son frère la trouve mignonne et lui montre les photos. Tori est horrifiée comme la fille insiste pour qu'elle s'amuse avec son frère, la virage. La fille semble fière d'humilier Otoni, qui est sous le choc, ne sachant pas comment réagir. Otori est déterminée à trouver la porte. Marmonnant pour lui-même alors qu'il marche dans la rue. Elle croit que si elle peut passer la porte, elle arrivera dans un endroit où il n'y a que des gens avec un bon cœur, un endroit où elle a désespérément besoin. Soudain, elle voit une porte lumineuse pour apparaître devant elle. Et ses yeux écarquillés par surprise. Prenant par une excitation géante, elle commence à courir vers la porte, croyant que c'est sa chance d'échapper à cette douloureuse réalité. Pendant qu'elle court, elle entend quelqu'un appeler, mais ignore, déterminée à atteindre la porte. Plus cela se rapproche, plus il est désespéré, convaincu que vous devez franchir cette porte pour trouver la paix que vous voulez tant quand elle atteint presque. Elle trébuche et tombe, écoutant son pas et s'approche. Elle lève les yeux et voit un gars qu'elle avait vu auparavant, qui tient la main comme elle essaie de faire disparaître la porte qui disparaît déjà. Reconnaissante, Otori merci et le gars, en bon, explique qu'elle a réalisé qu'elle courait et pensait qu'elle avait trouvé la porte. Otoni est surpris qu'il la suive et se rend compte qu'il a dû la voir courir sans même s'en rendre compte. Ils échangent quelques mots et le gars dit qu'elle s'est heurtée auparavant. Pendant qu'ils parlent,
Otori remarque que la porte qu'elle était si désespérée d'atteindre complètement a disparu, lui laissant face dans un espace vide. Otori est dévastée et commence à pleurer. Réaliser que la porte qu'elle attendait n'était qu'une illusion. Elle pensait que c'était son évasion de la réalité, mais maintenant il semble que ce n'était que sa tête. Assis par terre, elle appelle désespérée par la porte, regrettant de ne pas pouvoir passer. Pendant que les cris, un garçon qu'elle a vu avant d'arriver et dit qu'il comprend, parce qu'il a aussi beaucoup traversé. Il la rassure, disant qu'une porte existe vraiment et montre une clé mystérieuse qui y tient. Otoni, toujours secoué, se souvient qu'il avait dit quelque chose sur une porte d'enfer. Le garçon explique que seuls ceux qui font de mauvaises choses peuvent voir cette porte, et quand Otori lui demande s'il peut l'emmener aux intimidateurs qui l'ont tourmenté, il répond de manière énigmatique. Lui demandant de faire une bonne action et impliquant que le temps d'essai arrive. Ces paroles sont dérangeantes. Mais Otori continue de penser à cette étrange offre. Ensuite, Otori reçoit un message d'ici, disant que si elle voulait parler, elle devait aller chez son frère. Elle regarde nerveusement Ora, qui sourit et dit qu'il veut juste faire une bonne action. Quand ils y arrivent, Ora tient la clé de la porte de l'enfer. Quand ils entrent, le Tori devient un peu mal à l'aise, tandis que Kei et son frère sont calmes, fumant bien. Volé dans la pièce. Dès que Tori entre, ce qui fait un sourire moqueur et prend une photo d'elle soudainement, ce qui lui fait un saut. Frère rit comme une blague, et Otoni essaie de tenir l'inconfort. Azura s'en rend compte et, bien, lui donne un verre. Demandez si ça va. Otoni, toujours nerveux, merci doucement. Pendant ce temps, Kiri fait une blague cruelle sur la prise de photos nue d'elle et de Laura. Laissant Otori tendu et choqué. Ora est poliment présentée comme connue sous le nom d'Otori, disant qu'elle voulait parler, que son frère ne s'en soucie pas au début, mais Ora va directement au point. Dire qu'il connaît les mauvaises choses qu'ils ont faites et suggère qu'il l'arrête, ce qui laisse la surprise et les frères déroutants. Il continue de sourire, disant que ceux qui font le mal seront punis et que traiter le conservateur rendrait tout le monde heureux. Qui regarde avec suspicion et son frère ne le prend même pas au sérieux. Avant qu'Ora ne parle plus, les frères le frappent au visage, l'envoyant voler et frapper à la porte. Otori est choqué et effrayé de voir Azura tomber à l'extérieur, mais il se lève vite et ignore l'attaque. Le frère laisse derrière lui et commence à pitié, jetant plusieurs coups forts tandis que Otoni regarde horrifié. Qui, toujours à l'intérieur, sourit malicieusement et appelle l'idiot Ora, avalant comme les battements de battements. Otori recule une peur tandis que le gars rit et se moque de elle, agissant comme si elle avait déjà attendu qu'elle revienne. Il laisse échapper un commentaire dégoûtant lui disant de retirer ses vêtements, ce qui la fait paniquer. Alors qu'elle essaie de parler, il regarde sur le côté et voit Laura allongée sur le sol. La propriété et la culpabilité le dominent. Elle essaie désespérément de courir vers lui, mais le gars l'attrape fermement, le retenant. Il la jette sur le sol et lui dit de le regarder, souriant avec un visage maladif. Il serre le cou fort, la faisant regarder et son look de peur ne semble que le faire encore plus. Sa sœur est à proximité, bien, lui faisant savoir de ne pas franchir la ligne. Mais je ris toujours en prenant des photos et en faisant la souffrance d'Otoni. Elle crie qu'Otori l'aide et dit qu'elle est de sa faute pour ne pas connaître sa place. Tout en se préparant à partager des photos humiliantes avec d'autres. À ce moment, Azura se lève lentement, son visage blessé et saignant, mais avec un sourire sur son visage, comme si de rien ne s'était passé. Le gars est tellement concentré sur le tourmentage de Tori qu'il ne réalise même pas jusqu'à ce qu'il ait senti quelque chose derrière lui. Il devient confus et voit Azura soulever la clé de sa main. Calmement, Azura colle la clé du front du gars. Otoni et Sister sont choqués pendant que le gars gèle, sans comprendre ce qui s'est passé. Le sourire d'Azur augmente alors qu'il resserre la clé et tourne, faisant apparaître une porte géante en os. L'air devient lourd, avec une présence sinistre, tandis que les frères réalisent enfin que quelque chose d'effrayant a commencé. Otori est sur le sol, presque incapable de bouger, fixant l'énorme porte des os devant elle. Le gars est gelé de choc, tandis que les étranges yeux flottants apparaissent autour de lui. L'un d'eux se rapproche. Les armes légères poussant qui essaient de saisir son visage. Avant de réagir, ses yeux l'entourent, le prennent sur sa peau et serrent la tête. Son corps devient dur dans la peur comme une figure monstrueuse avec plusieurs yeux et des cornes apparaissent derrière la porte. Avec une présence effrayante. Il essaie de crier, mais plus d'yeux couvrent son visage, consommant toute sa tête. Il se retrouve et trébuche, demandant de l'aide, pleurant de douleur. Avec une voix étouffée par les pattes croissantes avec ses yeux, sa sœur,
qui a regardé horrifiée, ressent quelque chose pour attraper son bras. Elle se retourne et voit une main sèche et osseuse se tenir fermement. Elle se bat. Mais Azura explique calmement que les deux sont la cause d'une future tragédie, alors il les enverra en enfer avant que quelque chose de pire ne se produise. Le gars et la sœur se battent désespérés de lâcher prise, mais l'entité monstrueuse les tire à la porte ouverte. Leurs cris remplissent l'air pendant qu'ils sont traînés à l'intérieur, disparaissant dans l'obscurité. Azura regarde tranquillement et dit que si le ciel ne veut pas punir le mal, il le fera lui-même. La porte frappe derrière eux. Scellant le destin, Otori ne peut y rester que arrêter et ne pas croire. Azura se retourne, le visage immobile et dit doucement que les choses iront mieux pour tout le monde. Otori secoue quand il se rend compte que la porte de l'enfer est réelle et n'apparaît qu'à ceux qui ont commis un vrai mal. Alors qu'il regarde Azura, une pensée froide envahit son esprit. Il détient la clé de cette terrible porte. Mais elle n'a aucune idée de qui il est vraiment. Otorio se réveille sur le lit et regarde le plafond, se demandant si tout n'était qu'un rêve, mais quand il touche son cou douloureux, se rend compte que c'était réel. Elle va à l'école et essaie d'agir normalement en lisant un livre, mais deux collègues arrivent et posent des questions sur un ami disparu. Il réalise quelque chose d'étrange chez elle et de questionner, mais Otorio hésite à répondre. Par conséquent, un petit sourire apparaît sur son visage, les rendant agités. L'une des filles attrape sa tête et demande à savoir ce qui est si drôle, mais Tori regarde juste dans ses yeux. Il laisse tomber un avertissement dans la morale, si elle n'arrête pas d'être mauvais, se terminera en enfer. Ces mots gèlent la fille, qui est choquée, et Otori continue avec une sorte de guet, un peu effrayé, disant que pendant que les gens font du bien, ils ne seront pas punis, donc il vaut mieux être cool. En attendant, une enseignante appelle ses collègues et dit que les parents de Kamata l'ont dénoncé comme disparu. Rendre la foule encore plus tendue. Soudain, le Tori libère un rire, sa voix remplissant la pièce, répétant que personne ne peut plus faire quelque chose de mal. Les autres élèves s'éloignent, la appelant folle, mais elle ne s'allume même pas, sourit et serre une petite amulette dans ses mains. Dehors, Azura marche dans les rues, sac à dos sur le dos et la clé traînant autour de son cou, remplissant sa mission. Il sourit en sachant qu'aucun acte maléfique ne sera impuni. Parce qu'il s'assurera que chaque malfaiteur va en enfer. La réputation d'Azura se propage à l'école et les élèves parlent du nouveau transfert, un dur à cuire qui semble être un vrai problème. Certains s'inquiètent, se demandant s'il est pire que Satan, un délinquant connu, et se sent désolé pour les gars de la classe 3 qui devra faire face à lui. À ce sujet, Azur est vu en train de marcher bien de l'école, visitant la bibliothèque, où il prend un livre intitulé The Chronicle of Narnia. En sortant avec le livre en main, pensez à la façon dont j'aimerais que le monde ressemble plus à cet endroit fictif. Un endroit sans mal. Azura est dans la bibliothèque, sourit doux en tenant un livre de lui. Il se rend compte des auteurs et pense qu'il s'attend à ce qu'elle va bien. Il continue de marcher dans l'école en portant le livre entre ses mains. Il s'éteint et nous voyons le bleu dans une ruelle sombre où les intimidateurs de l'école prennent des vagues avec l'élève, demandant de l'argent. L'étudiant offre 1 millier de yens, mais les gars font une blague parce que c'est peu d'argent. Lorsque le gars menace d'appeler le professeur, les intimidateurs le poussent bientôt à l'étage pour montrer qui envoie là-bas. Mais avant que la situation ne s'aggrave, Azura est livré avec un pas ferme, souriant de manière malveillante, prêt à résoudre le rouleau. Il passe par-dessus les intimidateurs qui le jettent durement sur le sol. Le garçon faible est sous le choc et effrayé, demandant la miséricorde, mais s'étant, Azura ne secoue même pas. D'une voix froide, il avertit le Valentao qu'il n'a pas le choix et paiera ce qu'il a fait, indiquant clairement qu'il mettra fin à leur mal. Ensuite, le garçon faible paiera pour tout et il s'arrête. Puis il arrive dans le rouleau et parle à s'étant, arrêtez d'être le connard et laisse sortir quelque chose de mal. Qui surprend la secte et les copains. L'attitude insouciante de Laura irrite la secte, qui se moque de Laura, l'appelant recrue. Mais le bleu ne se retire pas, à la morale, en disant que l'amour hésite aux anciens à voler l'argent du rembout des autres. Cela ne fait que la secte énervée, mais le bleu n'hésite pas et suggère qu'ils retournent l'argent qu'ils ont volé. Avant que Laura puisse réagir, un combat commence. La secte frappe un fort coup de poing dans Laura, le jetant. La situation empire lorsque l'ami de ce temps essaie de passer un autre coup, mais ensuite accent aiguillé entre en scène, bloque le coup de poing à queue dans un bond. Et dans un revirement rapide, le Satan frustré visiblement lance une balle dans le visage de Reka, qui est distrait un instant, donnant aux autres une chance de récupérer la situation. Mais Aura rapide se lève. Repoussez leurs mains et avertit que ceux qui font quelque chose de mal paieront. Le patron des intimidateurs hésite avec les mots, visiblement effrayé,
mais Laura sourit et se souvient que la bonne façon est de faire le bien. Maintenir l'impulsion de la secte. Laura maintient le contrôle de la situation, montrant que sa croyance en la justice est bien guide tout, même avec des obstacles. Sean, fermement, rentre chez lui en disant aux intimidateurs qu'ils reviendront une autre fois pour ce match de football assorti. Laura se tourne vers Rhea et demande s'il va bien, car le sang coule de sa main. Après un certain temps, les deux partent et rentrent chez eux. Lorsque Rhea arrive, nous le voyons arriver dans un bâtiment humble, parlant un simple « je suis à la maison ». À l'intérieur, un enfant avec un patch pour les yeux frappe dur dans une porte-barricade. Ce gamin, nommé Rhea, lui accueille Aura, dans la plus grande tranquillité. Mais la météo change lorsque Rhea se rend compte que quelqu'un a peut-être trouvé sa cachette et la panique commence à frapper. Il essaie de finir de purifier la porte. Peur que leur sécurité soit en danger. Sa mère est inquiète, demandant d'où viennent les blessures, mais Eika essaie de la rassurer. Quand même, les paroles de Rhea tombent dans l'oreille d'un sourd alors qu'il reste ferme dans son but de les protéger tous les deux. Eika est calme derrière lui, avec une expression déterminée, promettant silencieusement de protéger tout le monde si quelque chose se passe mal, même sans rien dire. Laura est assise à la table, perdue dans des pensées, lorsqu'une dame plus âgée demande à la légère si quelque chose ne va pas, réalisant qu'il a un froncement de sourcils. Elle se souvient de ce que sa mère a dit, ce qui met en souvenir de son enfance, lorsque sa mère a souri alors qu'il prenait soin des blessures et a dit que chaque fois qu'il était en colère, ses sourcils étaient désapprouvés comme son père. Elle a dit que le ciel punirait les garçons qui le blessaient. Laura, toujours gamin et innocente, a demandé si son père était comme ça aussi. La mère a ri et a dit oui, mais ce souvenir pèse maintenant différemment dans son esprit. Retour au présent. Laura ferme la main en tenant une clé, regardant un groupe de fauteurs de troubles, réalisant qu'il est vraiment en colère. Il ne sait même pas pourquoi, mais le sentiment se développe comme il l'observe. Pendant ce temps, le groupe est dans un endroit isolé. Vider des marchandises volées à une vieille femme et se plaindre qu'il sera difficile de le vendre. Il se moque de Grana Michuruka qui a gagné et est tellement énervé parce que le dernier travail n'a presque rien donné. L'un d'eux donne un coup de pied à un garçon sur le sol de la colère, blâmant la réprimande dans la foule qui a perturbé le programme la veille. Le leader suggère que depuis qu'il lui reste du temps, il devrait leur donner une leçon dans ses enfants. Le groupe sourit le mal lorsque vous commencez à planifier, disant que vous devez savoir où vivent les enfants pour menacer correctement. Il rit en parlant de moyens d'effrayer les gars et de les faire regretter de les avoir émus. Alors qu'ils échangent des idées sur la collecte d'informations et la lecture d'un jeu cruel avec des cibles, le signal de l'école touche loin, indiquant la fin de la journée. Dans les armoires à chaussures, Reka et Aura se cognent, en changeant une et, surprise, la Reka demande bien si Laura est ferme, mais Laura renvoie la question dans la boîte, le regardant. Quand partir, Reka se rend compte qu'Azura ne rentre pas directement à la maison et demande à Kuryu où il va. L'Azura. Dans son calme habituel, il explique qu'il veut parler aux fauteurs de troubles hier pour voir s'ils retourneront l'argent volé. Reka le regarde sans croire et demande pourquoi il perd du temps avec. Il ne comprend pas le raisonnement de Laura et dit que le criminel ne change pas simplement parce que quelqu'un parle. Avertit qu'Azura passe du temps et prendra probablement un autre coup. Mais Laura s'en fiche. Il explique que si les enfants font encore quelque chose de mal, plus de raisons pour lui d'y aller. Le Reka est confus et énervé, appelant Laura folle. Même se plaindre, il soupire et décide de continuer. Dire que ça allait être mauvais si quelque chose roulait avec Laura. Quand ils partent, une foule se joint près de la porte de l'école et un étrange buzz avec des voix remplit l'air. Eika s'arrête soudainement, élargissant ses yeux, sentant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le bleu devient également curieux alors qu'il regarde la confusion devant. Le temps lourd est dans les airs car il se demande ce qui peut s'être produit. Une femme désespérée avec un marteau tenant un marteau, essayant de passer à tout prix à la sécurité. Suppliant de la laisser venir voir son fils. Sa poitrine frappe durement, désespoir dans ses yeux alors qu'elle supplie de la laisser passer, mais le gardien de sécurité lui demande de se calmer et de laisser tomber le pistolet. Elle ne veut pas entendre et continue d'exiger le passage. À ce sujet, Reka et Aura arrivent sur les lieux et le visage de Reka se tord sous le choc lorsqu'il reconnaît la femme. Laura se retourne et demande s'il s'agit de sa mère, mais Reka ne se tient pas immobile, sans croire. La femme, avec folle et transpiration, crie qu'un homme est revenu et qu'elle sait qu'il est exactement la façon dont il a frappé à la porte. Sa mémoire remonte à la porte où quelqu'un a fait semblant d'être une livraison. Mais elle insiste sur le fait que c'était un mensonge. Sa voix tremble alors qu'elle déclare qu'elle a besoin d'avertir Rhea de ne pas rentrer à la maison parce que l'homme attend.
Le gardien de sécurité demande ce qu'est son fils sérieux, mais elle ne répond pas et commence à trembler encore plus en essayant de parler. Soudain, elle trébuche et tombe à genoux, tenant le marteau, respirant, se faisant vite et désespérée. Le gardien de sécurité court pour aider et se rendre compte qu'elle hyperventilait. Il s'agenouille à côté d'elle et lui dit de respirer lentement, essayant de calmer la femme qui serre sa poitrine, luttant pour dire quelque chose. À ce moment, le roi avance. Le visage plein d'hésitation comme il l'appelle. Elle lève la tête un peu légère, mais lorsque son regard tombe dans Raya, son expression change, la peur et son esprit déforme l'image qu'elle voit. Au lieu de voir son fils, elle imagine un énorme homme sans visage et tatoué avec son bras étendu pour la frapper. Ses lèvres rétrécissent. La terreur prend le relais et elle crie. S'excusant à plusieurs reprises en me demandant de ne pas attraper la Raya se fiche de voir la mère comme celle-ci incapable de comprendre ce qui roule tandis qu'Ora regarde la femme s'effondrer complètement en touchant complètement son front sur le sol et en pleurant. Suppliant de sauver le roi. Le roi est tendu et essaie lentement de tendre la main à la mère pour le reconnaître, mais elle ne fait que briller encore plus, refusant de lever les yeux. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, les enseignants arrivent et s'occupent de la situation. Calmer la sécurité et dire qu'ils connaissent déjà la situation de accent aiguilla. Ils aident leur mère s'asseoir lentement, parlant doucement et lui demandant de prendre une profonde inspiration et de se calmer. L'un des enseignants se tourne vers l'accusé et demande si quelque chose s'est produit, mais il regarde la scène avec un regard lointain, marmonnant qu'elle devait l'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. Azura perçoit le poids derrière ces mots, mais avant de dire quelque chose, les deux entendent le bruit d'une caméra de téléphone portable prenant des photos de quelques mètres. Un élève prend une photo de la scène et sourit de manière malveillante alors qu'il abaisse le téléphone, marmonnant qu'il avait une idée parfaite, regardant la mère de Raya désespérée, avec une brillance sinistre dans ses yeux. Ses doigts serrent son téléphone portable. Le sourire devient plus grand et les intentions sombres commencent à tourner sur sa tête. Pendant ce temps, le Reka est calme, l'air fixé au sol, tandis que la tempête autour de lui grandit. La mère de Raya se repose dans le quartier après s'être évanouie à cause du stress et de la confusion, le médecin disant que sa respiration s'est améliorée. Mais qu'elle ressent toujours des nausées et les membres picotements. Le Reka décide d'attendre dehors pour lui donner le temps de récupérer. En attendant, la conversation du roi avec le médecin. Ce qui suggère qu'il pourrait être préférable pour lui de ne pas voir sa mère maintenant. Le médecin dit qu'elle devrait bien paraître après avoir reposé un peu plus. Ensuite, Laura traverse Raya, qui demande si tout va bien, mais il donne un déguisement, disant que cela se produit parfois. Le temps passe et il est bon. Ora s'excuse de ne pas pouvoir coller ensemble, mais Tatamiya le rassure déjà, lui disant d'être bon avec sa mère. Après une idée rapide de l'idée. Laura passe bien, disant au revoir et marchant dans le couloir, en remuant sur le téléphone portable. D'un autre côté, quelqu'un qui tournait le rôle précédent envoie un message à la foule en leur disant qu'il a trouvé qui était la mère de Raya. Cela allume déjà une demi-tense dans l'un des frères du groupe, qui commence à apporter un plan pour faire de la merde, comme voler le sac de la mère de Raya et toujours lui faire du mal dans le processus. Son partenaire remet en question quelle est la différence de ce plan pour les dégâts qu'ils font déjà, et le chef de Gandhi est déjà un demi-pistolet. Dire que ce n'est pas seulement une copie de ce qu'ils font toujours. Il reste dans cet échange d'idées, le leader se moquant de la tête de l'ami, disant que la mère de Raya est une cible de l'époque. C'est en face que l'humeur devient sinistre. Le chef décide d'aller dans le quartier, mais demande d'abord aux frères de garder un œil et de mener à avertir lorsque Raya et sa mère commencent à rentrer chez eux. Le partenaire est d'accord dans le temps et s'épuise. Pendant ce temps, les sages marchent dans le couloir et bossent avec le chef de gang. Le gars sourit et demande s'il a retourné l'argent qu'il a volé hier. La finition répond en calme, lui demandant s'il s'inquiète, mais en réel, il veut juste savoir si le leader a fait ce qu'ils ont envoyé. Ensuite, le chef perd déjà la ligne et frappe le visage des potins, le jetant sur le sol. La dame, toujours tombée, lui demande de s'arrêter, mais le chef ignore et continue de dire que faire quelque chose de mal entraînera une punition. Le sage, déterminé, insiste sur le fait que la foule devrait faire du bien. Le chef, sans secouer, se moque de lui, pensant que provoquer une confusion apportera le bonheur au général. Alors que les sages se battent pour se lever. Le leader continue de se moquer, sans se rendre compte qu'il met juste plus de feu dans le sage. Quand cela va presque empirer, Tatami semble inquiet et demande au leader ce qu'il fait. Le leader irrité essaie d'induire en erreur, mais Tatami prévient que la racine peut se visser. La tension augmente et le leader se rend finalement compte que Tatami ne se retirera pas. L'oreille, qui est devant le chef, a soudainement collé un arrêt sur sa tête.
prendre tout le monde par surprise. La confuse Reka demande ce qui s'est passé, mais avant de réagir, le sage sourit bien et clique sur une chose dans sa main. L'environnement commence à changer et il se retrouve devant une structure squelettique géante. Le leader effrayé crie sans croire ce qui se passe, tandis que Jura reste dans le sien, calme. La structure semble devenir un cheval géant, la bouche ouverte comme si elle mordait. Au milieu de la confusion, le chef de gang est pris dans la mâchoire du cheval géant, et la douleur le fait crier. Les sages ne cessent de marcher bien, sans même tourner le chaos environnant. Le leader essaie de s'échapper, en difficulté, mais la pression n'augmente que lorsque les dents du cheval l'écrasent. La garniture prend du recul et regarde, tandis que le leader est levé et jeté durement contre le squelette. Quand tout se calme, le chef a disparu et l'emballage parle bien d'un autre garçon qu'il a envoyé directement en enfer pour éviter d'autres problèmes. Reka est étonné de la disparition soudaine et demande à Ajuro ce qui s'est passé, mais il répond seulement qu'il essayait d'éviter une tragédie. Alors que le garçon essaie de poursuivre ce qui s'est passé, il ressent un étrange choc et regarde les sages, maintenant convaincu que quelque chose de l'anormal s'est produit. Reka regarde en arrière et révèle qu'il n'aurait pas dû être témoin de cela. Le Reka est sous le choc car il tient une clé étrange avec un sourire froid. Quand il comprend ce qui se passe, son esprit revient à une vision terrifiante d'un autre élève poignardé et dévoré par une créature monstrueuse. La peur le prend en charge quand il se rend compte qu'il est le prochain. Son corps tendu, ferme ses poings en sachant que s'il n'agit pas, il disparaîtra sans sentier. Les mots résonnent dans la tête, tue ou meurs, avec un cœur battant fort, il prend une longueur d'avance, se préparant pour lequel il croit être une lutte pour la survie. Plus tard, rentrant à la maison après l'école, il traverse les sages, qui dit au revoir heureux comme si rien n'avait roulé. Reka répond à peine, tremblant toujours avec ce qu'elle a vu. Quand il est seul, il prend une profonde inspiration. Essayant de poursuivre le cauchemar qui se passe devant ses yeux, un étudiant de 3e année a disparu, pris par un monstre. Et les sages parlaient de cela comme si envoyer quelqu'un en enfer faisait partie de sa journée. Rek serre la tête, essayant de se convaincre que c'était réel. Mais les images de la bouche large de la créature replacent dans l'esprit, le remplissant d'effroi. Ensuite, l'interphone de l'école l'appelle dans le quartier, brisant sa boucle de pensée. Quand il y arrive, l'infirmière donne des nouvelles inattendues. Sa mère se tient à nouveau. Un soulagement frappe, mais avant qu'il ne lui demande plus, elle hésite, indiquant clairement que quelque chose ne va pas. Sa mère, cachée derrière la porte du quartier. Cela semble désespéré et essoufflé, lui demandant s'il venait les chercher. Elle essaie de se calmer en disant qu'il s'éloignait. Ils ont échangé le téléphone et ont pris soin de sortir du radar, mais la peur la prend en charge lorsqu'elle révèle la vérité. Il les a déjà trouvés, était à la porte en faisant semblant d'être une livraison. L'expression de Hayek durcit et il dit à sa mère de ne pas s'inquiéter, promettant qu'il s'occupe du gars s'il apparaît. La mère est sous le choc, secouant sa voix, lui demandant s'il pense qu'il a une chance contre ce type. Ces mots activent une mémoire douloureuse. Il est un enfant sur le sol en pleurant et en mendiant, tandis qu'un homme énorme reste sur le dessus, le tenant dans ses cheveux, son visage sentirait, faisant juste la menace. Reka, avec des larmes. Promet que vous entendrez, obéir, faire quoi que ce soit pour arrêter cela. Le souvenir le laisse enfermé, tandis que le regard effrayé de sa mère est en lui. Pour la première fois, Doub entre la tête de Reka. Il serre ses poings tremblants, essayant de retenir la peur qui monte par le corps. L'esprit plein d'incertitude, mais il force sa voix et déclare qu'il affrontera l'homme qui les a tellement hantés. Plus tard, lui et sa mère arrivent lentement chez eux. Elle tient sur son bras et lui demande d'ouvrir la porte calmement, l'énorme voix de la panique, insistant sur le fait que le gars peut toujours être à l'intérieur. Reka essaie de la calmer tout en déverrouillant et entre. En regardant la pièce vide, il lui dit de rester derrière pendant qu'il vérifie le reste de la maison, mais elle hésite à ne pas vouloir le laisser aller seul avant de décider de l'étape suivante, une sombre présence apparaît derrière eux. Paralysés les deux. La pire peur devient une réalité. L'homme qu'ils fuyant sont à la porte, avec un regard qui ne peut pas déchiffrer derrière les lunettes de soleil. Hayek et mère sont coincés pendant que le gars entre et ferme la porte avec un discours décontracté sur leur disparition. Il semble que rien n'avait changé, tenant une boîte de café à la main, soupirant et demandant pourquoi ils se sont enfuis. La mère de Reka est tendue lorsque l'homme dit que laisser tomber leur père était une chose terrible à faire. Le poids des mots est dans l'air alors qu'il pétrit la boîte dans sa main. Avec un ton calme plus menaçant. La mère bégale essayant de parler, mais son corps s'écrase et elle tombe aux genoux, se terminant devant lui, demandant le pardon désespéré. L'homme continue de la regarder pendant un moment.
puis j'ai souri et dit que ça va maintenant parce qu'ils sont à nouveau ensemble. Il étend sa main, la tira comme si rien ne roulait. Reka est silencieuse, regardant sa mère secouée avec son toucher. Le gars joue le passé et déclare qu'il est maintenant passé dans l'eau. Et pour terminer l'illusion d'une réunion heureuse, il lève une boîte avec désinvolture et dit qu'il a acheté un gâteau pour que la famille puisse en profiter ensemble. La Reka devient incrédule alors que la mère prend la boîte, les mains tremblant tellement qu'elle fait presque tomber. Elle oblige un merci, tenant fermement la boîte et essayant de tenir la peur. La tension dans l'environnement est insupportable alors que Hayek observe, l'esprit mille et la mère luttent pour maintenir le sang-froid. L'homme est là, souriant comme un père aimant, faisant semblant d'être tout normal, mais la peur dans leurs yeux un véritable accouchement. Le père de Reka voit Karen formidable et son sourire disparaît, avec une expression froide et difficile à comprendre. Il l'accuse de ne pas valoriser le gâteau qu'il a apporté. Lorsqu'elle se bouscule en panique, elle prend lentement ses lunettes et dit qu'elle a l'air d'avoir besoin d'une leçon. Elle supplie, mais sa voix se calme alors qu'elle ferme son poing et dit qu'elle sera de son côté pour réparer ce qu'il pense être son arrogance. Reka prend une longueur d'avance, allant entre le père et Karen, et avec une voix ferme envoie son père s'arrêter. Le père est en colère et lui dit de sortir de son chemin, son ton devient plus difficile. Reka ne se retire pas, tandis que le père se souvient que le bon fils doit entendre le père. Il sourit à côté et dit que, comme Reka ne veut pas entendre, il devra lui donner une leçon aussi, pour son propre bien. Reka ne secoue pas. Le père ferme à nouveau son poing, mais Karen tombe sur le sol derrière lui, cassée et ne peut rien faire pour aider. Le père continue de parler, plein de certitudes déformées, disant que même si Reka suit ses règles, il grandira et deviendra un homme qui se soucie vraiment de sa famille. Il sourit et insiste sur le fait que Reka deviendra fort et juste, tout comme lui. Reka le regarde, son visage tout blessé, son corps fatigué mais toujours ferme. Le père, satisfait, met sa main sur son épaule et parle dans un bond qui fera le mieux ensemble. Le ton est chaud, mais les mots suffisent. Il regarde Reka avec une sorte de sourire effrayant, promettant qu'il fera tout pour lui apprendre correctement. Hayek est silencieux, coincé dans un cauchemar qui ne peut pas se réveiller, tandis que le poids des attentes de son père a frappé fort. La violence pèse sur lui comme une malédiction comme le roi qui fait face à son père. Un autre enfant nommé Aura s'agenouille devant un autel et parle à une photo de sa mère avec un sourire léger. Il lui raconte un étudiant transféré nommé Tatamiya qui l'a sauvé de rattraper les intimidateurs, ce que personne n'avait jamais fait pour lui auparavant. Il dit que Tatami est une personne de l'heure, de bonne personne, et croit que la gentillesse lui reviendra un jour. Alors qu'il parle plein d'espoir, le roi est jeté durement sur le terrain et le moment de la paix est détruit par la dure réalité de sa situation. Son père sourit à côté et se souvient de Karen lorsqu'elle a tenté de prendre la Reka au conseil de tutelle disant que ce jour-là, il devait frapper la Reya comme punition. Il la tient près d'elle, qui secoue, tandis que sa voix est calme mais pleine d'arrogance. Puis il parle à nouveau de la façon dont elle a presque appelé la police, indiquant clairement qu'elle n'a rien oublié. Demande au randon s'il se souvient de cela, tandis que l'image d'un téléphone portable cassé sur le sol montre les conséquences des tentatives précédentes de leur évasion. Il serre le bras de Karen et, froid, elle la blâme pour sa blessure aux yeux, disant que depuis lors, elle est comme ça. La colère de Rarea explose enfin et il crie à son père. Le blâmer pour tout. Le père répond en poussant Karen de côté et donne un coup de poing brutal, la faisant courir de douleur, avec un sourire sinistre. Il parle à Raya que seul un mauvais enfant parle au père. Reka, pleine de haine et de désespoir, court et lui crie à s'arrêter, mais son père n'appelle même pas. Il dit à Karen qu'elle doit également écouter. Ou devra à nouveau blesser le Reka. Reka trébuche, tout le corps s'est terminé de violence, tandis que le père observe avec cet air d'autorité déformé. Il tourne le dos et parle d'une voix pleine d'une détermination effrayante, disant que s'il continue à le voir comme un méchant, il les obligera à changer d'avis, peu importe combien de temps il doit provoquer, il continuera jusqu'à ce qu'ils comprennent. Karen et Raya continuent de regarder avec la peur, réalisant que leur souffrance ne se terminera jamais à moins que quelque chose ne change. Soudain, le père applaudit et annonce qu'il est temps de rentrer chez lui. Comme si cette réunion de cauchemar n'était qu'une réunion familiale normale. Il met sa main sur l'épaule de Raya et dit que même s'il est un mauvais garçon maintenant, il peut toujours changer. Raya se fait figurer pendant que son père sourit et dit que la pomme ne s'éloigne pas du pied. Les mots sont dans l'air à égalité et les rebondissements du visage de Raya d'une fureur presque contenue. Plus tard, quand il part, ses pensées sont pleines de peur et de frustration. Demander comment le père a découvert leur adresse et réaliser que s'enfuir est la seule option, mais c'est que s'ils essaient de partir,
le père s'en va et trouver le plan du Reich, il blessera encore Karen. Il pense même à appeler la police. Mais je lance bientôt cette idée, sachant qu'elles ne vous aideront pas. Le désespoir devient quelque chose de plus sombre en ce qui concerne une conclusion froide. Pendant que le père est vivant, il n'arrêtera jamais de les poursuivre. Reya cesse de marcher, les poings serrés, le visage plein d'ombre. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, si elle s'échappe, elle ne roule pas. Le seul moyen est de s'en débarrasser pour de bon. Les pensées de l'accusé s'enfoncent dans l'obscurité alors qu'il se convainc que tuer son père est le seul moyen de protéger sa mère et de s'échapper de leur souffrance. Il croit que lorsque son père disparaîtra, ils seront vraiment libres et que la mère ne vivra plus dans la peur. Avec son cœur battant fort, il se prépare à l'inévitable, mais avant d'agir, un groupe d'étudiants arrive dans le couloir, le reconnaissant comme Tatamiya et lui demandant s'il a des informations sur Kino, un étudiant qui a été témoin de quelque chose la veille. Les mains de Reya tremblent alors qu'il essaie de tenir les émotions, mais la tension est claire. L'un des gars le prend en force et lui dit de s'arrêter, ignorant. Reya, déjà sur le bord, explose et donne un coup de poing puissant qui jette le gars. Le chaos prend le relais. La foule est sous le choc. Reya reste sur le gars tombé, le prenant par le col et se levant pendant que l'étudiant, surpris, essaie de respirer. L'insulte du gars a tué, il touche la tête de Reya, mais maintenant il ne s'en soucie même pas. Ses pensées vont au père et la mère souhaitant à son véritable ennemi aussi impuissant que l'enfant qui tremble dans sa main. Puis les paroles cruelles du père résonnent dans son esprit. La pomme ne tombe pas loin du pied. Le poids de ce qu'il tourne fort et il laisse échapper le gars, disant ne le déplaçant plus jamais et marche. En marchant dans le couloir, d'autres étudiants murmurent et regardent le look, l'appelant effrayant. La frustration se développe jusqu'à ce qu'une voix douce l'appelle. Il se retourne et voit Amiro, le garçon qui lui a parlé une belle voix. Amiro salue avec un sourire, mais c'est bientôt inquiet quand il voit les blessures de Reya. Demande ce qui s'est passé. Riche, fatigué, il s'arrête et dit qu'ils parleront plus tard, sortons de mince. Les chuchotements sur la mystérieuse disparition du Kino remplissent le couloir. Mais Ika ne regarde pas en arrière, son esprit est dominé par quelque chose de beaucoup plus dangereux. Lorsqu'il descend dans le couloir de l'école, il entend Amir l'appeler et se retourne. Amiro hésite avant de pointer vers la clé suspendue autour de son cou, demandant si Eika est sérieuse. Voir la clé étroitement. Reka se souvient d'avoir vu Ichiro l'utiliser pour faire apparaître un portail étrange. La puce tombe. Amiro avait envoyé quelqu'un en enfer. La pensée désespérée prend le dessus sur l'esprit de Reya. Si cette clé peut envoyer des gens en enfer, c'est exactement ce dont il a besoin pour se débarrasser de son père. Il n'aura pas à se battre ou à s'échapper davantage, et sa mère ne vivra plus dans la peur. Avec son cœur tiré, il demande à Amiro de prêter la clé, mais Amiro a l'air confus et demande pourquoi. Avant que la RE accent aiguille puisse répondre, le signal de l'école joue et Amiro dit au revoir. Dire que vous devez aller en classe. Quand Amiro se tourne pour partir, Reya a paniqué. Il ne peut pas laisser cette chance s'échapper. Son corps agit seul. Il prend l'épaule d'Amiro et tire son cou vers son cou fermement. La corde se casse et la clé tombe dans la main de Reya. Il tient ferme, respirant accéléré, dirigez-vous 1000. Il dit que cela résoudra tout, mais s'est arrêté dans le couloir. Un mauvais sentiment s'y installe. Son père doit disparaître et cette clé peut y arriver, mais quelque chose en lui hésite. Seule la pensée ne quitte pas sa tête. Il a juste besoin de cette clé. RE accent aiguilla est vitré dans la clé mystérieuse qu'Amiro porte. Sachant qu'il a le pouvoir d'envoyer des gens en enfer. Il regarde l'Amiro polir soigneusement la clé et se demande comment il peut se rapprocher. Ressentant un besoin désespéré de l'attraper. Alors qu'il pense à la prochaine étape, il est distrait de voir deux policiers venir à l'école, demandant à parler à l'enseignant d'un cas de personne disparue. Il se rend rapidement compte qu'ils enquêtent sur la disparition de Kino et que la tension en cours augmente. Plus tard, quand il est seul en classe, Reya réalise la clé de départ à la table d'Amiro. Le cœur bat durement alors qu'il étend sa main pour l'attraper. Dès que les doigts touchent le métal froid, une pensée sombre est née dans son esprit. Il imagine utiliser la clé pour poignarder son père pendant qu'il dort, le faire disparaître sans sentier. On dit que lorsque son père disparaîtra, sa mère sera enfin libre et pourra vivre en paix. Cette pensée renforce sa détermination et il tient fermement la clé. Comme si c'était la seule issue. Mais alors que sa tête coule, le doute commence à entrer. L'utilisation de la clé est-elle vraiment le bon choix? Cela ne ferait-il pas de lui un tueur? Il essaie de repousser son hésitation, se rappelant que son père ne cessera jamais de lui faire du mal s'il n'agit pas.
Ses émotions sont dans une rage et une incertitude alors qu'il lutte pour se convaincre que l'envoi de son père en enfer est le seul moyen de mettre fin à leur souffrance. Au milieu de cette confusion, il gèle. Le poids de la décision serre et il attrape le suppliage d'une réponse, à la recherche d'une lumière dans cette pièce vide. Il ferme son poing et se dit que ce choix est le sien. Il a promis à sa mère qu'il allait faire face à son père, mais se demande maintenant s'il n'y a pas d'autre moyen, qu'il n'a pas à utiliser quelque chose d'aussi dangereux. S'accrochant fermement sur la clé, il combat la peur et la colère qui roulent la tête, déterminé à trouver une solution qui ne le transforme pas en la même personne qu'il déteste. Réassure fortement la clé alors que sa tête remplit cette pensée suffocante que c'est sa seule chance de se débarrasser de son père. Il est tellement consommé qu'il ne remarque même pas qu'Amir entrait dans la pièce jusqu'à ce que le bruit de la porte le sorte de la transe. Son corps est tendu alors qu'il se retourne et enferme ses yeux avec Amiro, qui le regarde avec curiosité. Rhea a paniqué pour se rendre compte qu'elle a été prise en tenant la clé et sa tête poursuit une excuse. Amiro, surpris de le voir, demande à bien ce qu'il fait et commente qu'il pensait que le roi tournait dans la classe d'éducation physique. Rhea essaie de répondre, la sueur dégoulinant du visage et l'étanchéité dans la clé se renforçant. Il envoie une excuse tremblante disant qu'il allait retourner la clé, mais l'expression d'Amiro change à l'approche. Généralement si doux. Et sa manière amicale ajoute quand ses yeux sont étroits et que sa voix devient un peu froide, une sorte d'émotion. Il demande directement à Rhea s'il essayait de voler sa clé. Le souffle de Rhea remue dans sa gorge, il fait un pas en arrière sur l'automatique, soudain un peu ignorant quoi faire devant l'enfant devant lui. L'ambiance dans la pièce change et un sentiment étrange commence à gravir la colonne vertébrale de Rhea, qui se rend compte qu'Amiro n'agit pas comme lui. L'esprit de Rhea commence à courir pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il a toujours la clé, il n'y a donc aucun moyen de l'utiliser contre lui. Mais alors une pensée sinistre bat. Et si Amir a plus d'une clé? Les souvenirs reviennent quand il a vu Amir utiliser la clé pour envoyer quelqu'un en enfer, et une grande peur est née dans sa poitrine. Le cœur bat durement sur ses oreilles alors que cette possibilité est raffée. Si Amiro a vraiment une autre clé, alors Rhea est dans le plus gros gâchis. Il s'imagine déjà être traîné vers l'abîme comme la foule qui a déjà roulé, et le désespoir prend le relais, le faisant verrouiller en essayant de décider quoi faire. Mais la peur mélange le jugement. Ensuite, une voix ancienne résonne dans sa tête, les paroles de son père inondaient son esprit, disant qu'un gars fort doit toujours attaquer en premier, avant d'être attaqué. Rhea ferme fermement ses poings. Une sensation de détermination à moitié obligée à se développer à l'intérieur. Le souffle devient lourd. La voix du père murmure que dans ce monde est de tuer ou de mourir. Et en ce moment, quelque chose à l'intérieur de la pose de la foudre. L'hésitation disparaît et progresse à temps. L'instinct criant d'attaquer avant qu'Amiro puisse se déplacer. Mais juste au moment où il va attaquer, le plus jeune Rhea apparaît devant les yeux. Il se souvenait quand il a défendu un enfant qui se moquait, parler à d'autres qui prennent le pied des plus faibles et pathétiques. La différence entre Hayek d'avant et le déplace maintenant au bas de son âme. Et pendant une seconde, son corps s'écrase. L'image du sourire cruel de son père tourne sa tête, et une sensation sombre prend le relais, il tourne comme le gars qu'il déteste le plus. Et Dalma de The Cool ignore la gratitude du garçon qui l'a protégé, disant que ce n'était même pas grand-chose, qu'il a fait cela plus pour lui-même. L'enfant, toujours ravi, merci avec un cœur pour lui d'avoir sauvé. Mais Rhea n'y pense même pas, et ils continuent de marcher ensemble. Plus tard, il est assis alors qu'une mine s'occupe de ses ecchymoses, avec une expression pleine d'inquiétude parce qu'il se rend compte qu'il est encore plus tissable que la veille. Elle demande s'il s'est lancé dans un autre combat, et Rhea répond bien que oui, expliquant que les enfants d'une autre école prenaient le pied de quelqu'un et il a mis le pied pour arrêter les conneries. Elle laisse échapper un soupir frustré et des grondements. Dire qu'il s'implique toujours dans les combats, tout comme quelqu'un qu'elle connaît. Ces paroles rendent Rhea tense, il la regarde avec un regard pointu qui la rend s'excuser un peu ennuyeuse. Rhea nie bientôt être comme cette personne, disant que ses cheveux sont plus légers et que le visage n'a rien à voir avec le sien. La mine rit et admet que cela a fait une erreur. Il dit qu'il a compris. Ensuite, elle le regarde d'une manière aimable et dit que ce qui compte vraiment, c'est que, contrairement à cette personne, il a un bon cœur. Ces paroles prennent la séquence par surprise, il se tait un instant. Elle sourit et dit toujours que c'est pourquoi elle l'aime, mais Rhea ne sait même pas quoi répondre. Puis elle change rapidement son discours, lui demandant de montrer où elle est blessée. Elle poursuit le sang de tout dans son corps et donne une autre réprimande. Alors que lui, un peu maladroit, accepte de la laisser aider.